Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les différentes stratégies d'engagement actionnarial. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cyril Charlot. Bonjour Cyril Charlot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de Sycomore Asset Management. Alors, je rappelle rapidement Sycomore Asset Management, dont l'activité est évidemment d'investir donc dans des entreprises, donc un fonds d'investissement, mais avec une stratégie particulière puisque vous souhaitez contribuer à développer une économie plus durable et inclusive avec ce credo qui est humaniser l'investissement. Un mot peut-être sur la stratégie de Sycomore Asset Management avant qu'on évoque ensemble les différents leviers d'engagement actionnarial. Effectivement, nous sommes une entreprise à mission, parmi les premières entreprises du secteur de l'investissement en France, qui a décidé d'être entreprise à mission. On est également Bicorp. Et c'est vrai que ce credo d'humaniser l'investissement repose sur une conviction qui est très forte chez nous, qui est qu'une entreprise va créer de la valeur de manière durable, puis aussi créer de la valeur de manière équilibrée pour chacune de ses parties prenantes. Donc ses clients, ses collaborateurs, la société dans l'ensemble, la planète, l'environnement. Donc il faut que ce soit fait de manière équilibrée. Il faut que ce soit gagnant pour tout le monde, c'est ça qu'il faut comprendre quand on réalise un investissement ? Exactement. Et pour autant, alors quand aujourd'hui on investit dans des entreprises, on se rend compte que selon les activités ou selon les stratégies d'entreprise, c'est pas toujours gagnant pour tout le monde. C'est pas toujours gagnant. Il peut y avoir par moments des déséquilibres. Une entreprise, ou en tout cas une équipe dirigeante, va décider pour X raisons de privilégier une famille de parties prenantes. D'accord. Souvent les actionnaires, mais si c'est fait de manière trop exagérée, ça peut poser des problèmes. On a eu des exemples dans le passé, notamment l'ancien Page Jaune, qui appartenait à France Télécom, qui a été racheté par des fonds sous LBO, ensuite introduit en bourse. Et dans le périmètre de France Télécom, l'entreprise avait 2 milliards quasiment de trésorerie nette. D'accord. Puis, après les LBO, des dividendes très généreux pour les actionnaires, la société s'est retrouvée avec 2 milliards de dettes, juste avant la crise de 2008, où il a fallu faire des économies. Et à ce moment-là, c'est les collaborateurs qui ont trinqué, les investissements, la qualité de service pour les clients. Et puis, la société, même à la fin, pour ses actionnaires, c'est devenu assez compliqué. Au sein des entreprises, justement, effectivement, alors on voit que c'est souvent à la faveur des actionnaires, comme vous le dites. Pour autant, il y a de plus en plus d'actionnaires qui mettent en place des stratégies d'engagement actionnarial, avec cette idée de faire changer la stratégie des entreprises pour correspondre à des valeurs ou des objectifs plus en lien avec des objectifs sociaux, sociétaux ou environnementaux et même plus particulièrement en lien avec la transition donc écologique ou climatique que l'on connaît actuellement. Quels sont les leviers d'engagement des professionnels de l'investissement pour faire changer la trajectoire d'une entreprise ou en tout cas adapter la trajectoire d'une entreprise ? Alors, il y a 4 leviers principaux en termes d'engagement. Il y a le dialogue actionnarial qu'on a quasi en permanence avec les entreprises. Ça, on n'en entend pas parler. D'accord. Quand ça ne marche pas, ça peut passer à un autre stade qui est la communication publique. D'accord. Là, on va intervenir via la presse, souvent. Donc d'abord, on discute, j'ai envie de dire, à huis clos. Voilà. En tant qu'actionnaire, voilà la direction que j'aimerais voir prendre l'entreprise et on essaye de trouver des compromis et de voir comment l'équipe dirigeante et les actionnaires qui se sont exprimés sur le sujet peuvent trouver un accord. Exactement. À huis clos. Dans la plupart des temps, c'est des dialogues qui sont assez constructifs. D'accord. Il y a des réactions de la part des dirigeants. Parfois, il y a des désaccords assez profonds. Et si on estime que notre requête est légitime, on va communiquer dans la presse. On a été assez vocal dernièrement sur le dossier Atos, par exemple, où on s'est exprimé sur certains sujets. Sur des sujets de gouvernance, pour le coup. Sur des sujets de gouvernance, principalement. De composition du conseil d'administration. Et puis, ensuite, on peut aussi aller jusqu'à la politique de vote. D'accord. Donc, la politique de vote, on le fait systématiquement. Donc, on vote à toutes les assemblées générales des sociétés dans lesquelles on est actionnaire. Et nos désaccords peuvent s'exprimer par des votes contre. Et après, on peut aussi déposer des résolutions. C'est un peu plus compliqué en France, parce qu'il faut avoir un seuil minimum du capital, qui peut être assez important en termes de millions d'euros quand on s'attaque à des entreprises du CAC 40. Donc là, souvent, il faut avoir des coalitions d'actionnaires. Oui, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on met d'accord d'autres actionnaires avec sa stratégie, sa vision de la stratégie pour l'entreprise en question. Exactement. Ouais. Donc pour pouvoir co-déposer des résolutions, parfois, il faut avoir 0,7% de capital
ou 0,5, mais pour une entreprise comme Total ou Engie, ça fait quand même un petit peu d'argent. Donc là, il faut Bien trouver sûr, des sociétés de gestion qui ont la même stratégie ou une stratégie proche de la nôtre. Donc souvent, des sociétés d'investissement ISR. D'accord. Et à ce moment-là, de co-déposer une résolution qui va être du coup inscrite à l'ordre du jour et qui va être soumise au vote des actionnaires. Et enfin, le quatrième levier, c'est le désinvestissement. Donc là, c'est un peu une forme d'échec, on va dire. C'est qu'on n'a pas réussi à avoir un dialogue ou un engagement qui, en fait, porte ses fruits. Et à ce moment-là, on va désinvestir l'entreprise qui n'a pas une stratégie qui est alignée avec les enjeux de développement durable. C'est intéressant parce que quand on pose la question à des professionnels de l'investissement pour les particuliers, on se rend compte que très rapidement, le sujet de l'exclusion de certains investissements revient très vite dès qu'on veut mettre en place, ou en tout cas, mettre en place un certain nombre de valeurs dans ces investissements. Vous qui êtes un professionnel de l'investissement, finalement, quand on exclut une entreprise de son portefeuille d'investissement, c'est qu'on a échoué sur toutes les étapes précédentes, c'est ça ? En fait, moi, je pense qu'on peut avoir deux formes d'investissement ISR ou socialement responsables. Il y a des fonds qui vont vraiment sélectionner les entreprises qui ont des stratégies qui sont très alignées avec les enjeux de développement durable. D'accord. Donc, je sais pas, par exemple, Neoen en France qui fait du renouvelable, des champs d'éolien et du solaire, pas qu'en France, un peu partout dans le monde. Donc là, on est sûr qu'on est aligné. Donc là, on prend les meilleurs des meilleurs de la classe et on est sûr qu'on est aligné. D'accord. Exactement. Mais est-ce que ça va permettre de résoudre les problèmes par exemple, la trajectoire de 1,5 degré, qui est, en tout cas, à moins de 2 degrés, qui est celle des accords de Paris. Non. Parce que si on laisse les acteurs, entre guillemets, qui sont moins vertueux, continuer leur stratégie qui n'est pas alignée avec ce scénario de 2 degrés, bien sûr, ça ne va pas résoudre les problèmes. Donc, il faudrait qu'il y ait une deuxième catégorie de fonds, qui pourrait s'appeler transition ISR, où on ait la possibilité d'investir dans des entreprises qui sont présentes dans le fossile, comme Total, mais obligatoirement avec une stratégie d'engagement qui soit alignée justement avec ces enjeux de développement durable. Donc il faudrait que le régulateur, à ce moment-là, si on accorde un label à ces fonds-là, bien sûr, vérifie que les entreprises qui ont bénéficié de ce label ont bien voté dans le sens d'un alignement avec les enjeux de développement durable. Puisque justement, on voit de plus en plus de critiques vis-à-vis des investissements dits verts ou en tout cas durables qui en même temps investissent parfois dans des entreprises pétrolières ou autres. C'est cette stratégie de transition, d'engagement que vous nous mentionnez aujourd'hui, de dire il vaut mieux aller finalement transformer les plus mauvais élèves quelque part plutôt que de n'investir que dans les bons élèves. Je pense que l'impact est plus fort. Parce que Neoen, même s'ils ont une stratégie qui est très alignée, ils n'ont pas les mêmes capacités d'investissement qu'un Total, un Shell, un Exxon. Donc eux, ils peuvent faire des capex de plus de 20 milliards d'euros par an. Et à ce moment-là, si la majorité de ces capex est fléchée vers du renouvelable, on va aller plus vite. Et puis, parallèlement, on peut aussi leur dire d'arrêter, par exemple, de faire de nouveaux champs, puisque dans un monde à moins de 2 degrés, il ne faut plus exploiter de nouveaux champs fossiles. Il faut se concentrer sur ce qui existe déjà. Or, la plupart des majors pétrolières, d'un point de vue financier, je les comprends. Ils veulent assurer de la croissance de leurs résultats. Bien sûr. Des ROCE, des retours sur investissement qui sont importants. Les ROCE sont plus élevés dans le fossile que dans le renouvelable. Donc, pour leurs actionnaires, qui sont majoritairement non ISR, ils continuent de forer des nouveaux champs, etc., etc. On va rentrer dans la période d'assemblée générale des entreprises. En tant qu'actionnaire, du coup, va se poser la question de, effectivement, voter les stratégies des entreprises, voter des rémunérations de dirigeants ou autres et faire en sorte que ça aille dans le bon sens. Comment on s'assure, Cyril Charlot, que les décisions prises soient les bonnes pour l'environnement et la transition énergétique dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, en tant qu'actionnaire engagé ? Alors, les principaux sujets vraiment pour l'Assemblée, enfin pour la saison 2023, c'est souvent un peu les mêmes. Donc, c'est on-pay. Donc, on vote sur les rémunérations des dirigeants. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est des critères de modération. D'accord. On voit qu'on a quand même des sujets en termes d'inégalité, de creusement des inégalités, de sentiment d'injustice. On le ressent bien en France avec la réforme des retraites. Donc je pense qu'il est important que les dirigeants fassent preuve de modération dans l'évolution de leur rémunération. Il faut savoir qu'entre 2014 et 2021, la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 a augmenté de plus de 80%, quand celle des salariés a augmenté de 24%. 3,5 fois plus vite. Donc, ce sentiment d'injustice, il ne vient pas de nulle part. Donc là, on est très vigilant là-dessus. Il y a un sujet classique qui est les nominations d'administrateurs.
et notamment des chairmans. Là, on veille à ce que le plus souvent possible, il y ait une séparation des fonctions entre le CEO et le chairman, donc le DG et le président du conseil d'administration. Et puis, on s'assure qu'il y a un bon équilibre dans les compétences et dans les répartitions entre administrateurs indépendants et non indépendants au sein des conseils d'administration. Ça, c'est un sujet très important des assemblées générales, qui sera important cette année pour Atos notamment. Et puis enfin, le sujet des stratégies climat, qui est un sujet plus récent. Bien sûr. On parlait de Total tout à l'heure, donc là, on va aussi co-déposer, si on y arrive, une résolution qui vise à ce que la stratégie climat de Total soit encore plus ambitieuse. Ils ont une stratégie, ce qui est déjà bien. Dans l'univers des majors pétrolières, Total est plutôt en avance par rapport à ses concurrents. Mais on souhaiterait qu'ils aillent encore plus loin dans leurs objectifs de réduction des émissions de carbone, scope 3, c'est-à-dire vraiment le scope aval. Donc c'est non seulement les activités de Total, mais après ce que font les clients Total avec les barils qui sont transformés en essence, etc., ou en gaz. Et donc ça, c'est important. Pour l'instant, je pense que leur stratégie n'est pas alignée avec une trajectoire à 2 degrés. Et Patrick Pouyanné dit on n'est pas dans un monde à moins de 2 degrés, on est plutôt dans un monde autour de 3 degrés. Et dans un monde comme ça, ma stratégie est alignée à ça. Donc si tout le monde raisonne comme ça, on ne sera jamais dans un monde à moins de 2 degrés, malheureusement. Dernière question très rapide, Cyril Charlot. Effectivement, vous nous avez dit tout à l'heure que dans la phase de dialogue, on est généralement sur des dialogues assez constructifs vis-à-vis des équipes dirigeantes. Quand on mène une stratégie d'engagement actionnarial, le premier adversaire, si je puis dire, même effectivement, ce n'est pas des adversaires et c'est des discussions constructives, c'est quoi? C'est l'équipe dirigeante ou c'est les autres actionnaires de l'entreprise? Question pas évidente. Alors, parfois... Déjà, il faut distinguer les dirigeants du conseil d'administration. Bien sûr. Il peut y avoir des jeux de pouvoir entre ces deux instances. Et après, c'est vrai que les autres actionnaires sont souvent notre principal adversaire. Parce que dans des entreprises comme celle dont on vient de parler, il y a beaucoup d'actionnaires qui n'en ont rien à faire des enjeux de développement durable. Et c'est les profits, les dividendes, les rachats d'actions qui leur font plaisir. Et donc, elles ne vont certainement pas voter les résolutions qu'on va proposer. Donc c'est plutôt là qu'il faudrait améliorer les choses. Merci beaucoup Cyril Charlot d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Sycomore Asset Management. Merci beaucoup. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.